de ce cadre financier pluriannuel s'annonce évidemment difficile, encore plus difficile que par le passé, puisqu'un des contributeurs nets de l'Union européenne, qui est le Royaume-Uni, s'en va, que ça fera donc moins de ressources, et que donc ça posera un certain nombre de difficultés. Le président de la République, lui, souhaite que la PAC fasse l'objet d'un renouvellement profond, pour être plus utile aux agriculteurs qui s'en plaignent de plus en plus dans ces modes de fonctionnement, avec évidemment une meilleure capacité de résilience face aux crises et aux aléas, et avec l'accompagnement vers une agriculture plus responsable, plus durable, et ça a fait évidemment le lien avec tous les débats qu'on peut connaître en ce moment sur le glyphosate. Et puis la politique de cohésion fera elle aussi l'objet d'un réexamen afin d'assurer son adaptation aux besoins des régions. Voilà. Troisième enjeu fondamental, et j'en termine par là, c'est le renforcement de la zone euro, qui est une priorité centrale du président de la République. Le président de la République veut faire de la zone euro le cœur de la puissance économique de l'Europe dans le monde. La Commission européenne a indiqué qu'elle ferait des propositions sur ce sujet d'ici à la fin de l'année 2017, il me semble. Ce renforcement, je crois, devra porter en particulier sur l'union bancaire, l'harmonisation financière, l'évaluation des mécanismes de crise, la coordination des politiques économiques, la mise en place évidemment d'un budget de la zone euro qui est un enjeu prioritaire de la France, budget qui aura vocation à favoriser la convergence, l'investissement et la stabilisation face aux chocs économiques que le monde peut connaître. Et puis enfin des évolutions institutionnelles dont vous avez beaucoup entendu parler, qui devront accompagner cet approfondissement avec la mise en place d'un ministre des Finances communs et d'un contrôle parlementaire au niveau européen. Enfin, et j'en terminerai par là, l'Europe doit évidemment, parce que là on a parlé de beaucoup de choses techniques, mais l'Europe doit évidemment répondre aux enjeux démocratiques qui se posent, qui sont prégnants, et la France propose deux évolutions dans ce cadre. La première porte sur la composition du Parlement européen. Vous savez que le départ des Britanniques va laisser 73 sièges vacants. Comment sera fait, de quelle manière seront utilisés ces 73 sièges? Emmanuel Macron souhaite avancer sur la question des listes transnationales, serpent de mer absolu, mais priorité à ses yeux, priorité aussi fixée par le Parlement européen. L'objectif fixé, c'est qu'en 2024, à la fin de cette législature de refondation qu'il y aura à mettre en œuvre tous les projets qu'on a énoncés jusqu'au début, la moitié du Parlement européen puisse éventuellement être élu sur ces listes transnationales. Ça pourrait être une ambition qu'on pourrait se fixer, même si ce sera difficile à atteindre. Au-delà de ça, il porte aussi la réforme de la Commission européenne avec un collège des commissaires qui soit plus restreint, autour de 15 commissaires. Je vous laisserai le soin de commenter, vous connaissez mieux que moi. Et puis, deuxième proposition que j'évoquais en introduction, la mise en place des conventions démocratiques. Elles seront organisées au premier semestre 2018 et qui ont vocation à retisser ce lien, à recréer du débat en Europe entre les citoyens européens, entre les institutions et les États membres, débat qui, même si vous menez à la Commission européenne des dialogues citoyens réguliers de grande qualité, qui restent quelque chose de confidentiel et qui en fin de compte touche très peu d'Européens. Et l'ambition, c'est de politiser le plus possible ces conventions démocratiques sur 2-3 mois pour arriver à dégager une feuille de route à l'été 2018 et à l'issue de ces conventions démocratiques, entamer le débat politique en vue des élections européennes de 2019, qui sont des élections, je l'ai très peu évoquées, on pourra en discuter, qui sont des élections fondamentales pour beaucoup d'États membres, pour le mien en premier lieu, qui sont des élections pour lesquelles, voilà, ayant travaillé au Parlement européen, j'attache une sensibilité particulière, et la France a souvent fait défaut dans ces élections, et je crois que pour la première fois, on a l'occasion de se rattraper, et donc moi, je serai très attentif à la forme et à celles et ceux qui constitueront les listes éventuelles en 2019. Voilà pour l'essentiel, je vous remercie de votre écoute. J'ai été un petit peu long, mais je crois que c'était nécessaire pour planter un peu le décor plus global, et puis je suis à votre écoute pour les questions qui pourraient être les vôtres. Merci beaucoup. On a pu apprécier avec quel dynamisme et conviction notre député du Benelux pour apporter la voix ici des
ces sujets. Non seulement il a donc cette conviction et ce dynamisme, mais en plus c'est un bon connaisseur des arcanes européens. C'est peut-être pas la première fois, c'est peut-être une des premières fois où on a un aussi bon connaisseur qui se trouve à la Commission des Affaires européennes, à la Commission de la Défense, pour faire progresser les idées européennes au sein de l'Assemblée nationale. Parce que, comme on le rappelait à l'instant, dans nos assemblées nationales, en France, mais aussi dans les autres États membres, la connaissance de l'Europe est malheureusement souvent lacunaire, ce qui n'aide pas à faire fonctionner les choses. Donc, juste avant de passer à la phase questions-réponses, je vais prendre l'avantage d'être ici à la présidence pour poser ma première question, et ensuite on partira de la droite vers la gauche pour noter les questions des uns et des autres. J'ai bien compris que la refondation allait reposer, certes, avec un prisme franco-allemand, mais pas seulement, heureusement, parce qu'on n'est plus dans l'Europe des années 80. Et donc, j'ai bien compris qu'un groupe d'États membres serait associé, bien sûr, à la refondation. Est-ce qu'on a une idée, bien sûr, une liste non exhaustive de ceux qui sont déjà volontaires pour cet exercice, avec les axes qui ont été développés? Et puis, bien sûr, nous, en tant que fonctionnaires et agents de l'Europe, ici, il y a des gens de la Commission, du Conseil, peut-être des gens du Parlement aussi, Comité économique et social et autres. On est très attentifs aux moyens financiers qui vont être développés. Donc bien sûr que le retrait britannique va potentiellement laisser un certain trou, mais il pourrait être comblé si on décide, parmi les États membres qui restent, avec des coopérations renforcées, d'augmenter et de combler. Donc, quels sont les pronostics sur les MFF et l'impact notamment sur les moyens qui resteront à mettre en œuvre sur ceux qui permettront de maintenir une fonction publique dense, stable, compétente, parce que c'est là-dessus aussi qu'on pourra appuyer la refondation. Alors, sur la liste des États membres volontaires qui seraient potentiellement susceptibles de participer à cette grande refondation portée par le président de la République, il y a évidemment il y a évidemment l'axe franco-allemand qui lui est déterminant, qui est cette locomotive qui doit entraîner un certain nombre d'autres États membres dans son sillage. Ça, c'est une évidence. C'est pas mettre sur un piédestal la relation franco-allemande, mais ce sont les deux pays qui sont au cœur de l'Europe. Ce sont les deux grandes puissances économiques de la zone euro, et c'est naturellement ces deux pays qui ont vocation à entraîner dans leur sillage un certain nombre d'États membres. Ensuite, il y a ce petit cœur d'Europe qui m'est cher, puisque je suis député du Benelux, qui lui est constitué évidemment donc, des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg, qui sont trois pays historiques de la construction européenne, fondateurs, qui ont des institutions européennes sur leur territoire, qui ont une ambition européenne affirmée, et qui par ailleurs ont trois chefs d'État, trois chefs de gouvernement qui maintiennent une relation assez tendue avec le président de la République. Je crois que depuis qu'il a été élu, hormis la chancelière Merkel, le président de la République a rencontré le plus régulièrement ces trois chefs d'État et de gouvernement. Il est allé à Luxembourg, il a rencontré Mark Rutte à la fin de l'été à Paris, et évidemment la relation avec Charles Michel est aussi excellente. Il y a quelque chose à ne pas négliger en politique qui est extrêmement important. Moi qui débute ma carrière, je m'en rends évidemment compte, ça peut vous paraître bateau, mais c'est la proximité générationnelle. Et les relations interpersonnelles sont extrêmement importantes en politique pour faire avancer un certain nombre de sujets. C'est évidemment important dans toutes les relations de travail. Si vous entendez mal avec votre collègue, c'est beaucoup plus difficile pour faire avancer certaines choses. Mais en politique, c'est encore plus vrai. Et je crois que cette proximité générationnelle qui existe entre les quatre chefs d'État et de gouvernement est importante. Ayant dit ça, il y a évidemment l'Italie. L'Italie qui est un grand pays de l'Union, qui traverse des soubresauts institutionnels, gouvernementaux, qui aujourd'hui rendent les choses un petit peu plus difficilement lisibles, mais dont les élections arriveront en 2018 et qui devraient permettre de stabiliser un petit peu les choses, et qui doit permettre à ce cœur d'Europe de s'élargir évidemment à nos collègues italiens. Et puis moi, il y a quelque chose qui me semble décisif et pour lequel je plaide très régulièrement, c'est l'arrimage à ce noyau européen aux pays d'Europe centrale et orientale. On a eu la fâcheuse tendance, et la France en tête, cette dernière décennie, à opposer systématiquement une Europe de l'Ouest à l'Europe centrale et orientale. Ça a commencé en 2004, quand Chirac, au moment de la guerre en Irak, avait dit que les pays d'Europe centrale et orientale avaient loupé une bonne occasion de se taire. Je crois qu'il l'avait dit de façon un peu
peu plus crue, mais c'était une façon de les renvoyer à un rang d'État secondaire. Et je crois que ça a durablement et profondément marqué l'opinion publique dans ces pays, les hommes politiques et l'administration de ces différents pays. Et depuis, on n'a pas forcément constaté de volonté politique très forte, en tout cas dans mon pays, de renouer le lien avec ces pays d'Europe centrale et orientale, que souvent la France a eu tendance la France et l'Allemagne d'ailleurs ont eu tendance à se partager l'Europe. À la France, l'Europe de la Méditerranée et du Sud, et puis à l'Allemagne, l'Europe du Nord et l'Europe centrale et orientale. Et je crois que la vocation de la France, comme je le disais, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, grande puissance à bien des égards, ce n'est pas de diviser l'Europe en deux et de ne pas parler d'une partie du continent et de s'en réserver une autre. Je crois que la France a vocation à parler avec tout le monde. Et de ce point de vue-là, le déplacement d'Emmanuel Macron en Europe centrale et orientale était extrêmement important. Parce que, effectivement, ça se faisait dans un cadre qui était particulier, qui était celui de la renégociation sur les travailleurs détachés, mais d'autres questions aussi sur les questions de défense. Mais le fait qu'il se déplace, qu'il aille expliquer son projet, qu'il aille parler avec ses États membres en leur expliquant qu'ils avaient leur place, qu'ils avaient toute leur place dans le projet européen qu'ils portaient, c'était quelque chose qui a été positivement perçu. Après, il y a une tension qui existe avec la Pologne qui se met ostensiblement sur le bord du chemin. Les réformes qui ont été entreprises par le PiS en Pologne, elles ne sont pas l'objet, elles ne sont pas l'œuvre du président de la République. Donc il existe cette situation, le contact est maintenu avec le président Duda, il est plus compliqué avec le gouvernement de Beata Szydło, mais il existe quand même, et Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, le fait très bien. Donc voilà, il y a ce cœur d'Europe qui est le Benelux, avec l'Italie, l'Espagne aussi, qui connaît un moment difficile avec la Catalogne, le Portugal. Mais moi, j'attaque beaucoup d'importance à ce que l'Europe ne soit pas fractionnée en deux parties, avec une Europe de deuxième rang, et puis une Europe qui avancerait. Dans sa volonté d'avancer, Emmanuel Macron le dit très clairement, toutes celles et tous ceux qui veulent avancer, avanceront. Celles et ceux qui ne veulent pas avancer, n'avanceront pas, et ceux qui voudront le faire, le feront. Sur les moyens financiers, bon, c'est difficile de dire... c'est difficile de dire ce qui va se passer, j'ai malheureusement pas de boule de cristal. Moi je vous le dis comme je le pense, le moment déterminant, c'est cette négociation-là. C'est-à-dire qu'on peut porter tous les projets qu'on souhaite pour l'Union européenne, que ce soit en matière d'immigration, de sécurité, de défense, de numérique, d'Europe sociale, etc., d'université européenne, de culture, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qui est très important et qui n'existe pas aujourd'hui. Si on ne met pas les moyens nécessaires pour y arriver, voilà, ça restera des mots. Et donc la majorité qui est la mienne à l'Assemblée nationale a voté il y a quelques semaines une augmentation de la contribution française, qui immédiatement a été attaquée par la France Insoumise et le Front National en expliquant qu'on transférait beaucoup trop d'argent à Bruxelles, etc. Mais si on a une ambition pour l'Europe, les moyens doivent aller avec. Moi je suis pour que nous ayons l'ambition la plus affirmée possible, pour que la France se donne les moyens de cette ambition. Elle doit évidemment réformer, transformer le pays, son marché du travail, etc., sa formation professionnelle, son enseignement supérieur, qui parfois n'est pas au niveau de ce qu'il devrait être. Et donc c'est quelque chose qui est en marche, qui est en route. Je ne voulais pas faire de nom que je déteste par ailleurs, mais c'est quelque chose qui en tout cas existe, qui est prégnant dans la majorité qui est la nôtre. Et donc voilà, je crois vraiment que le moment décisif ce sera cette négociation et la question est la dernière. Alors, qui veut prendre en partant par là? Monsieur. Bonjour. Bonjour. Maciej Jastrzębek, je suis polonais, je travaille à la Commission. J'ai une question pour la réforme de la Commission. Oui, on se souvient bien de la proposition de M. Giscard d'Estaing qui a proposé la réduction de la Commission pendant la Convention. Finalement, ce n'était pas acté à cause des noms irlandais. J'ai la question concernant si on réduit le collège à 15 commissaires, vous considérez une genre de représentation géographique ou quel est le niveau de représentation dans cette nouvelle structure? Merci. On va prendre plusieurs questions, mais monsieur aussi. C'est surtout un commentaire, peut-être au nom des eurocrates britanniques dans la salle et dans les institutions. Je veux simplement donner mon amitié et mon soutien à votre projet.
merci. Vous avez introduit la crise à partir de 2005 et les non au référendum français et britannique vont être beaucoup investis à cette période justement pour que les Français votent oui. J'ai effectivement le souvenir assez douloureux de ce moment et avoir rejoint un mouvement qui s'appelle Sauvons l'Europe. Vous avez abordé la question du marché intérieur et je me suis rendu compte à cette période à quel point la notion de marché commun était mal comprise par nos compatriotes et en particulier comme une menace sur les services publics. Et donc je pense que c'est le bon lieu ici, dans une fédération de la fonction publique européenne, de relancer la notion de service d'intérêt général. Je crois que si l'Europe avançait davantage sur cette notion de service d'intérêt général européen, et c'est un dossier qui a été beaucoup travaillé, en particulier j'ai le souvenir du travail du député français Gilles Savary, qui à mon avis est celui qui a fait avancer la question la plus loin, mais qui malheureusement est un travail inachevé. Et je pense que tant qu'on ne met pas un périmètre sur la question des services d'intérêt général, la notion de marché intérieur apparaît comme une menace. Voilà, je voudrais attirer votre attention là-dessus et savoir si c'est un élément que vous envisagez de mettre en compte pour la campagne de 2019. Oui, allez-y. Monsieur? Je suis Emmanuel Rebasti, je travaille au Conseil. Moi, j'ai deux questions institutionnelles. Une concerne cette méthode, cette idée d'un groupe de la fondation, donc une idée de haut vers le bas, et après en même temps les conventions démocratiques du bas vers le haut. Et au sujet de ça, je me pose la question de comment s'y prendre, parce que au sujet du groupe de la refondation, j'ai l'impression qu'au Conseil européen, il n'y a pas eu un grand enthousiasme de s'engager dans cette direction. Les propositions ont été plutôt d'utiliser le Conseil européen comme un nouveau centre décisionnel de dernière instance. Et pour les conventions démocratiques, par définition, une initiative qui commence du bas, il faudrait déjà avoir en place une politique transnationale qui n'est pas encore là. Je pense que déjà c'est un problème spécifique d'En Marche de se localiser dans une dynamique transnationale en vue des prochaines européennes. Et en parlant de ça, les listes nationales qui sont évidemment un grand rêve pour tous fédéralistes, mais il y a les rochers de la politique et des contraintes imposées par les traités à droite et à gauche. Et à ce sujet, sans aller dans les technicismes, le principe de proportionnalité dégressive qui est dans les traités, il y a une réalité politique assez évidente, qu'une liste transnationale 73, ou même la moitié du Parlement, serait décidée par les électeurs d'Allemagne, France, Italie, Pologne, et tous les petits membres, tous les petits États ou tous les moyens États, ils n'auraient aucun poids de façon politique dans l'élection de cette liste-là. Donc, vu que c'est un dossier qui détermine l'unanimité pour le passage, et vu aussi que c'est un problème démocratique qui interroge exactement la nature de notre union, entre un État fédéral qui n'est pas encore et une organisation internationale qui n'est plus, on est davantage. Voilà comment on pense de faire passer cette idée des listes transnationales à la lumière de ces problèmes politiques. Ok. Merci pour toutes ces questions. Alors, sur la commission et la réforme de la commission, moi je crois que la Commission européenne a beaucoup évolué ces dernières années. Elle a beaucoup changé, elle a connu effectivement un certain nombre d'évolutions depuis 1995-1995 pour nos amis belges et la fin de la Commission Delors. Il y a eu un certain nombre d'évolutions. On voit bien, on aurait pu parler par exemple de l'influence de la France, etc. pour les Français. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Donc l'institution a beaucoup évolué ces dernières années. Elle a évidemment encore plus évolué avec l'élargissement en 2004 à l'Europe centrale et orientale, qui a évidemment changé voilà, l'apparence et le dessin
cette institution et de l'Union européenne. Il y avait beaucoup de réflexions, de reproches qui pouvaient être formulés sur une forme d'opacité, de travail en conclave, pas forcément très ouvert de la Commission, un certain nombre de conflits d'intérêts qui pouvaient se faire jour entre les commissaires, notamment chez les commissaires européens, etc. Je crois que les règles, les exigences sont montées en gamme, les règles d'éthique auxquelles sont soumis les anciens commissaires européens ont évidemment évolué ces dernières années, en allongeant notamment le délai pour reprendre une activité professionnelle, etc. Le nouveau code de conduite sur la transparence financière. Donc voilà, ça c'est des choses qui ont permis d'avancer. Cela étant, je crois que le processus de décision dans la Commission reste parfois un petit peu obscur. On l'a vu notamment dans les dernières, toutes les discussions autour du glyphosate, etc. l'ont mis en lumière. Je crois que la Commission, elle est par ailleurs prisonnière, est prise en otage parfois par les États membres. Il y a une forme d'indécision des États membres qui ne savent pas forcément où ils veulent aller, et que cette forme d'incertitude qui existe chez les États membres paralyse l'institution. Le mot est un peu fort, mais en tout cas l'empêche d'avancer, de proposer comme elle le souhaiterait. Et donc je crois que voilà, les États membres doivent aussi clarifier leur rapport à la Commission européenne, qui leur sert un petit peu parfois de bouc émissaire et qui leur sert parfois à se dédouaner d'un certain nombre de lacunes qui leur est imputable. Sur le nombre de commissaires, puisque c'était le cœur de votre question, on peut effectivement s'interroger sur une commission à 28 ou à 27 commissaires, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de commissaires européens. Si vous prenez tous les gouvernements nationaux aujourd'hui arrivent à le faire avec plus ou moins de succès, mais essayent de rationaliser le nombre de ministres ou de secrétaires d'État. C'est parfois difficile parce que les équilibres politiques dans les États membres parfois imposent de mettre un petit peu plus de monde dans les gouvernements, mais il y a une volonté de parvenir à réduire ce nombre de ministres. Et je crois que la Commission européenne, ce qu'a proposé le président de la République, pourrait être réduit. Lui, il propose 15 commissaires. Je crois que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Ça peut être 15, on peut s'entendre sur un chiffre qui peut être plus adéquat. Et il a dit quelque chose d'important pour un Français. Il a dit que la France serait même prête à renoncer à son commissaire si c'était nécessaire pour pouvoir faire avancer la question. Vous êtes celles et ceux qui vivaient la réalité de la Commission quotidiennement. Moi, je n'ai pas de position extrêmement ferme sur le sujet. C'est quelque chose qu'il a proposé. Je crois que ça peut être bien de montrer aussi aux opinions publiques que la Commission européenne est capable de se réformer, même si elle se